On s'est tous déjà posé la question en regardant un immense gratte-ciel ou un pont suspendu, mais comment ça tient tout ça? C'est un peu le secret des bâtisseurs, cette connaissance essentielle qui permet de construire le monde qui nous entoure. Et aujourd'hui, on va lever le voile sur cette science qui est franchement fascinante. La question, elle est simple en apparence, mais la réponse est absolument au cœur de n'importe quel projet de construction. Comment est-ce que ces structures qui pèsent des milliers de tonnes arrivent non seulement à supporter leur propre poids, mais aussi le vent, la neige et nous qui passons dessus tous les jours? La clé de ce mystère, elle a un nom. C'est la résistance des matériaux. C'est la discipline qui va transformer des plans, parfois un peu fous, en réalité solides et surtout sûrs. Comprendre ces principes, c'est en quelque sorte apprendre à parler le langage de la construction. Alors la RDM, pour les intimes, c'est cette science qui étudie comment les matériaux réagissent quand on leur applique des forces. Elle nous donne les outils pour calculer, pour prédire comment une poutre va fléchir ou comment un pilier va résister. Et ce bien avant d'avoir posé la première pierre. C'est vraiment la garantie de la sécurité par l'anticipation. Bon, alors comment on aborde un sujet pareil? Pour nous guider, on va s'appuyer sur ce manuel de cours de Mohamed El-Kadari. Et je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas d'un texte académique hyper complexe, bien au contraire. L'auteur le dit lui-même, le but du jeu, c'est de rendre la RDM accessible, avec des méthodes claires et des exemples concrets. C'est un ouvrage qui a été pensé pour les débutants, pour poser des bases vraiment solides, étape par étape. Pour nous, c'est le point de départ parfait. Pour commencer, comme quand on apprend une nouvelle langue, il faut d'abord apprendre le vocabulaire. En RDM, tout commence avec deux concepts fondamentaux. D'un côté, les forces qui agissent sur une structure, qu'on appelle les charges, et de l'autre, la manière dont cette structure est tenue en place. Ça, ce sont les appuis. D'abord, il faut savoir que toutes les charges ne se ressemblent pas. On fait la différence entre les charges permanentes, comme le poids du bâtiment lui-même, ça ne change jamais, et les charges variables. Ça peut être le poids des personnes, du mobilier, ou même les forces de la nature, comme le vent et la neige. L'une est constante, l'autre, elle varie tout le temps. Ensuite, il y a la façon dont ces charges s'appliquent. Une charge concentrée, elle agit sur un point bien précis. Imaginez un poteau qui repose sur une poutre. A l'inverse, une charge répartie, comme son nom l'indique, est étalée sur une bien plus grande surface. Pensez au poids d'un mur de briques sur toute la longueur d'une fondation. Et maintenant, on arrive au point crucial. Toutes ces forces, il faut bien les contrer. C'est le rôle des appuis. La manière dont une structure est ancrée au sol est tout aussi importante que les charges qu'elle subit. Voyons ensemble les trois types d'appuis fondamentaux. L'appui simple, c'est le plus libre des trois. Il supporte la structure verticalement, bien sûr, mais l'ingénieur fait le choix de lui permettre de bouger un tout petit peu horizontalement et aussi de pivoter. L'exemple parfait, c'est un pont posé sur des rouleaux. C'est une décision de conception très maligne pour que le pont puisse se dilater avec la chaleur, sans créer de tension qui pourrait devenir dangereuse. L'appui double, qu'on appelle aussi à rotule, est un peu plus contraignant. Lui, il bloque tout déplacement, que ce soit vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, mais il autorise toujours la rotation. Imaginez la charnière d'une porte. Le point est fixe, mais la porte, elle, peut tourner. On va choisir ce type d'appui quand on a besoin d'un point d'ancrage bien stable, tout en laissant la structure s'adapter aux rotations. Et enfin, l'encastrement. Alors là, c'est le blocage total, la rigidité maximale. Ni déplacement, ni rotation. La structure est complètement soudée à son support. L'image la plus claire, c'est celle d'un plongeoir qui est scellé dans le béton. C'est vraiment le choix de la rigidité absolue quand on veut qu'une pièce ne bouge sous aucun prétexte. Ok, une fois qu'on a identifié les forces et les appuis, comment on s'assure que la structure ne va ni bouger, ni, pire, s'effondrer? La réponse tient en deux mots. L'équilibre statique. C'est le principe mathématique au cœur de toute la RDM. Ce qui est génial ici, c'est que ces équations, elles peuvent faire un peu peur, mais l'idée derrière est d'une simplicité incroyable. Pour qu'un objet reste immobile, il faut simplement que toutes les forces qui le poussent vers le haut annulent celles qui le tirent vers le bas. Pareil pour la gauche et la droite. Et enfin, que tout ce qui essaye de le faire tourner dans un sens soit parfaitement contrebalancé par ce qui essaie de le faire tourner dans l'autre. C'est l'équilibre parfait. La somme doit être zéro. Ce concept de rotation, il est super important. C'est ce qu'on appelle le moment d'une force. Pensez à une clé pour serrer un boulon. Plus le manche de la clé est long, moins on a besoin de forcer, n'est-ce pas? En fait, ce n'est pas seulement la force qui compte, mais aussi la distance à laquelle on l'applique. Et voilà, c'est ça, le moment. La force multipliée par la distance, ce qu'on appelle le bras de levier. Et cette diapositive, elle illustre ce calcul à la perfection. On voit une poutre avec plusieurs forces. Le tableau, il décompose le moment de chaque force par rapport à différents points. Regardez bien, le point clé, c'est que le moment d'une force par rapport à son propre point d'application est toujours zéro. Logique. Et le signe, positif ou négatif, il indique juste le sens de la rotation. C'est une méthode super systématique. Et voilà, on a posé les toutes premières briques.
Le manuel nous propose ensuite un chemin tout tracé pour aller plus loin et vraiment maîtriser ces calculs qui sont en fait la base pour dimensionner correctement n'importe quelle structure. Le parcours, il est très logique. Une fois qu'on maîtrise des réactions aux appuis, on apprend à déterminer les efforts à l'intérieur même de la matière. L'effort normal, l'effort tranchant, le moment fléchissant. C'est un peu comme passer d'une vision externe à une vision interne de la structure. Après ça, on étudie les caractéristiques des matériaux et on applique tout ça aux sollicitations de base. C'est une progression naturelle, on va du plus simple au plus complexe. Finalement, la résistance des matériaux, ce n'est pas juste une suite de calculs. C'est une autre façon de voir le monde, de comprendre cet équilibre invisible des forces qui façonnent tout notre environnement. C'est vraiment la première étape pour passer de « comment ça tient » à « voilà comment je vais le construire ». Alors, la question est posée.